Après la bataille titanesque, le vide étoilé est jonché de débris de cristaux sombres. Dans ce chaos spatial, plusieurs ouvriers flottent, portant de grands sacs et ramassant les têtes et les membres de bêtes extraterrestres mortes. Parmi eux, Sia, une cigarette à la main, l'air épuisé, rassemble les restes de ces créatures dans l'espace dévasté. Soudain, quelque chose attire son attention et ses yeux s'écarquillent de surprise. Flottant parmi les débris, il découvre le corps d'un guerrier humain, transpercé à la poitrine par une grande pointe rouge. Le visage empli de tristesse, Sia canalise une énergie bleue lumineuse dans sa main et retire délicatement la pointe du corps. Grâce à son bracelet de stockage, qui émet une vive lumière bleue, Sia dépose respectueusement la dépouille. Il veille à traiter avec dignité ses camarades tombés au combat en protégeant Lu Shang. Les yeux rivés sur son anneau lumineux, Sia fume sa cigarette, une goutte de sueur perlant sur son front. Il repense aux enseignements de la noblesse céleste et réalise que la réalité de cette guerre est bien plus cruelle qu'il ne l'avait imaginé. La brutalité des lieux le fait douter de pouvoir rentrer vivant. Flottant dans le vide spatial, traînant son sac et ramassant des morceaux de monstres, Sia repense à son voyage. Depuis qu'il a embarqué sur le vaisseau de recrutement, sa vie lui paraît un étrange rêve. Le regard vide, une cigarette à la main, il se demande si tout ce qu'il a vu récemment est bien réel. Levant les yeux, Sia se souvient de Lu Shang flottant au centre d'une immense tempête cosmique. Debout bien en dessous de cette puissance colossale, Sia se demande avec admiration s'il a vraiment eu la chance de rencontrer quelqu'un capable de terrasser une bête de niveau 13 sans effort et d'oser attaquer un être suprême de niveau 14. Souriant maladroitement en tenant la main d'un monstre, Sia songe à ses propres limites. Il sait qu'étant seulement de niveau 11, il est tout en bas de l'échelle sur le champ de bataille, et c'est précisément pour cela qu'il n'est capable que de cette simple tâche de nettoyage. Flottant parmi les débris spatiaux, Sia aperçoit soudain un corps humain dérivant non loin de là. S'approchant avec précaution, Seiya constata que le corps était intact, tous ses membres compris, ce qui l'amena à se demander comment l'homme avait pu mourir. Soudain, la main du défunt tressaillit et s'anima d'une énergie rougeoyante. L'homme se redressa brusquement, surprenant Seiya qui poussa un cri de stupeur. Il se retourna, dévoilant ses cheveux blonds, ses oreilles pointues et un sourire maléfique. Les yeux de Seiya s'écarquillèrent lorsqu'il le reconnut instantanément, et il cria son nom, complètement abasourdi. Angie était l'une des premières recrues à avoir voyagé avec eux sur le champ de bataille. Mais il avait dissimulé sa véritable force et avait disparu du groupe après avoir été attaqué par une bête de niveau 13. Flottant sans effort dans l'espace, Angie salua Seiya d'un ton désinvolte, remarquant que cela faisait longtemps qu'ils ne s'étaient pas vus. Transpirant nerveusement, Seiya supposa que Angie s'était perdu ou était mort depuis longtemps dans l'espace. Il fut extrêmement surpris de le voir revenir à la base pour la récente bataille de protection. Et la confusion et la panique de Seiya s'intensifient tandis qu'il se demande frénétiquement ce qui se passe et pourquoi Onji a soudainement cessé de faire le mort. Avec un sourire mauvais, Onji se moque de Seiya, feignant la surprise que le jeune maître de la famille Lela se souvienne d'un inconnu comme lui. Pointant du doigt d'un air accusateur, Seiya exige de savoir si Onji est un assassin envoyé par ses ennemis. Onji lui dit simplement de deviner, puis dégaine une longue épée de sa main incandescente, auréolée d'une intense énergie bleue et ardente. Serrant le poing de frustration, Seiya comprend la terrible vérité, Angie a simulé sa mort pour attendre le moment opportun, profitant de l'espace vide pour l'approcher furtivement et lui tendre une embuscade. Alors que l'assassin armé s'approche, Seiya transpire abondamment, sachant que Angie est un puissant expert de niveau 12 qui a fusionné le pouvoir des 3 lois. Seiya conclut qu'il n'a aucune chance de s'échapper. Une ombre s'abat sur le visage de Seiya lorsqu'il comprend que, malgré son exil volontaire sur le champ de bataille spatial, ses poursuivants refusent toujours de le laisser en paix. Avec un sourire mauvais, Onji tire la langue et déclare à Seiya que seuls les morts peuvent véritablement apporter la sérénité. Flottant en arrière, Seiya demande désespérément combien l'assassin a été payé pour prendre le risque insensé de le traquer dans l'espace. Onji révèle nonchalamment le montant de sa prime, 100 000 planètes de ressources de niveau 2. Brandissant son épée, Angie se moque de sa cible, faisant remarquer que c'est à sous-estimer sa propre valeur et la fortune de sa famille. L'assassin ajoute avec un sourire qu'il n'avait jamais imaginé qu'une vie puisse valoir autant. En sueur et paniqué, c'est tente désespérément de sauver sa peau, offrant 1 million de planètes de ressources de niveau 2 si l'assassin accepte de le laisser partir. Mais son offre reste vaine. Avec un sourire dément, Angie se jette en avant, raillant Seiya et lui disant de lire moins de romans ennuyeux dans sa prochaine vie. Alors que l'assassin lève son épée incandescente pour porter le coup fatal, Seiya le supplie frénétiquement d'attendre,
mais Onji ignore ses supplications et lui crie de mourir. S'attendant à l'impact brutal, Seiya ferme les yeux et hurle de terreur tandis que la lame mortelle s'abat sur lui. Un instant passe, et il réalise qu'il n'a pas été tranché en deux. Confus, Seiya ouvre prudemment un œil pour voir ce qui s'est passé. À la surprise générale, Luan intervient soudainement, attrapant sans effort la lame acérée de l'épée de Onji à main nue. Luan demande froidement à l'assassin s'il est sourd, lui rappelant que Seiya lui a demandé d'attendre. L'expression confiante de Wang Ji se transforme en terreur et en panique tandis qu'il fixe le guerrier légendaire. Il balbutie sous le choc en réalisant qui a arrêté son attaque. Sans même transpirer, Luan brise l'épée de métal en deux d'un simple mouvement du poignet, conseillant à l'assassin terrifié de mieux écouter à l'avenir. Seiya, les yeux écarquillés, fixe son sauveur et balbutie le nom de Lu Shang, incrédule, tandis que ce dernier tient nonchalamment la lame brisée point avec un sourire confiant. Lu Shang observe Anji tandis que Iji Dao apparaît soudainement derrière lui, auréolé d'une lumière blanche, témoignant d'une maîtrise totale. Lu Shang demande calmement à Iji Dao quelle est la peine officielle pour avoir tenté de tuer un humain sur le champ de bataille. Iji Dao explique que le tribunal militaire rendra un procès équitable, qui aboutira très probablement à l'exil de l'assassin dans l'espace abyssal. Usant de son pouvoir, Lu Shang enveloppe Anji, terrifié, d'une lumière violette incandescente et le soulève dans les airs, déclarant nonchalamment à Iji Dao qu'il lui confie le prisonnier. L'assassin, pris de panique, implore frénétiquement le pardon de Iji Dao, pleurant son erreur et promettant de ne plus jamais recommencer. Insensible à ses supplications, Iji Dao gifle brutalement Anji, le faisant cracher du sang, et lui ordonne froidement de se taire. Les bras croisés, Lu Shang se tient près de Xia et observe calmement Iji Dao s'éloigner vers l'horizon étoilé, traînant avec lui l'assassin vaincu. Seul avec le puissant guerrier, Seiya, visiblement nerveux, demande timidement à Lu Shang s'ils peuvent être considérés comme amis. Lu Shang le regarde avec un sourire taquin, lui demandant pourquoi un homme à l'air si dur comme lui parle soudain avec autant de timidité, ce qui fait rougir Seiya de gêne. Changeant de sujet, Lu Shang sourit et s'enquiert de l'état de Tangdin. Seiya répond avec enthousiasme que leur ami a une capacité de récupération exceptionnelle et que, grâce aux médecins de la base, il devrait être complètement guéri d'ici moins de 2 semaines. Fermant paisiblement les yeux, Lu Shang demande à Xia de transmettre ses adieux à Tangdin une fois rétabli. Surprise par cette requête, Seiya demande si Lu Shang part. Levant les yeux vers le ciel étoilé, Lu Shang confirme son départ. Il explique que quelqu'un lui a récemment fait remarquer qu'il n'a plus sa place dans cette base. Avec un sourire bienveillant, Lu Shang ajoute qu'il pense que Xia n'a pas non plus sa place dans un endroit pareil. Le visage de Xia s'assombrit et il commence à douter de lui-même. Il demande à Lu Shang s'il est simplement trop faible et se plaint de ne jamais aider et de ne faire que ralentir tout le monde. Baissant les yeux avec un sourire triste, Xia se souvient que Tangdin était en danger la dernière fois et que maintenant c'est lui, concluant qu'il est complètement inutile. Luan regarde son compagnon et le corrige calmement, affirmant que sa valeur ne se résume pas à sa force brute. Avec un sourire bienveillant, Luan explique que si l'humanité entrait un jour en guerre totale contre les bêtes, Xia serait en fait bien plus apte à un rôle de soutien qu'au combat en première ligne. Cette suggestion prend Xia au dépourvu. Il regarde Lu Shang avec une véritable surprise. Flottant dans le vide étoilé, Lu Shang explique que Xia devrait reprendre sa voie initiale pour se concentrer sur ce qu'il aime vraiment. Il encourage Xia à y réfléchir, lui promettant que s'il quitte le champ de bataille, Lu Shang parlera au général de renom afin que Xia ne soit pas considéré comme un déserteur, ajoutant qu'il pourrait même lui obtenir un petit poste de commandement. En entendant cela, Seiya lève les yeux vers Lu Shang avec une grande admiration. Il se dit que de telles paroles sonneraient comme une motivation facile venant de n'importe qui d'autre. Mais venant de Lu Shang, le plus grand génie de tous les temps, il les croit sincèrement. Lu Shang tend la main et la pose sur l'épaule de Sei. Avec un sourire chaleureux, il assure Seiya de sa confiance et lui fait ses adieux. Sans un mot de plus, Lu Shang s'élance dans le cosmos, laissant derrière lui une immense traînée de lumière, tandis que Seiya le regarde s'éloigner. Seul dans le silence de l'espace, Seiya fixe sa main. Un espoir renouvelé illumine son visage tandis qu'il se demande en silence s'il a vraiment ce qu'il faut pour réussir sur sa propre voie. En marchant avec Iji Dao, Luan consulte une tablette contenant les informations sur Seiya. Il réalise que ses encouragements récents à Seiya de quitter le champ de bataille étaient fondés sur des faits concrets, et non sur de vaines paroles. Intrigué par le destin de son ami, Lu Shang utilise ses pouvoirs profonds. Il ferme les yeux pour accéder à l'espace onirique et, puisant dans la puissance de l'univers, il réalise une prédiction sur l'avenir de Seiya.
La prédiction révèle une vision éclatante du potentiel de Seiya. Au lieu d'être un simple guerrier, Seiya est en costume élégant, entouré de journalistes. Devenu un homme d'affaires prospère, la vision le montre partageant joyeusement des boissons et riant avec un associé. Elle révèle que Seiya utilise un charisme naturel frôlant l'impudence pour nouer facilement des relations et se frayer un chemin vers le succès. La prescience indique également que Seiya étendra l'empire commercial familial au-delà de leur système stellaire d'origine. Grâce à son immense succès, il apporte des ressources essentielles à la guerre contre les créatures étranges, faisant plus de bien qu'il n'aurait jamais pu le faire sur le front. De retour au présent, Lu Shang étudie la tablette de données. Il sait que la prédiction indique une chronologie probable, non une certitude, mais elle prouve que Seiya a un véritable don pour le commerce. Percevant ce potentiel, Lu Shang décide d'orienter son ami dans cette voie. Plus tard, Lu Shang se rend à l'infirmerie pour prendre des nouvelles de son camarade blessé, Tang Dun. Il se tient devant une grande capsule de récupération où flotte le guerrier massif à la peau de pierre. Les données médicales indiquent que Tang Dun guérit, mais reste inconscient. Contemplant la station spatiale, Lu Shang songe à retrouver Monroe avant de partir, mais se souvenant de l'avoir presque tué d'un seul coup de poing, il imagine que ses retrouvailles seraient malvenues. N'ayant aucune autre connaissance proche sur la station, Lu Shang prend congé de Monroe. Le jour de son départ pour l'académie, Lu Shang traverse une vaste plateforme d'atterrissage baignée de soleil. Il est accompagné de son escorte, le célèbre guerrier elfe, Aon Turing. À leur retrouvailles, Aon Turing semble étonnamment nerveux et timide. Malgré sa réputation, le guerrier elfe lève la main avec une maladresse polie pour saluer Lu Shang, révélant une nature chaleureuse. Derrière Lu Shang, Yi Dao explique la véritable nature de l'elfe. Il raconte qu'avant l'arrivée de Lu Shang, Aon Turing était le génie le plus remarquable du secteur, connu pour son tempérament violent et son caractère difficile d'approche. Yi Dao ajoute d'un ton sec que, malgré cette réputation redoutable, l'elfe se comporte désormais comme un petit frère timide en présence de Lu Shang. Nong Turing, d'ordinaire si féroce, serre respectueusement la main de Lu Shang avec un sourire discret. La gêne entre les deux génies est rompue par le rugissement des moteurs de leur vaisseau de transport. Lu Shang se tourne vers le vaisseau, remarquant sa conception simple et délabrée. Il constate son état de délabrement avancé et a du mal à croire qu'une base militaire de premier plan puisse utiliser un vaisseau aussi vétuste. C'est à peine mieux que les vaisseaux destinés aux nouvelles recrues. Tandis qu'il parcourt le couloir métallique du vaisseau, la logique leur apparaît clairement. Sur un champ de bataille chaotique, les vaisseaux luxueux sont un fardeau superflu. De plus, escorté personnellement par le commandant stellaire, l'humble intérieur est l'endroit le plus sûr de l'univers. Grâce à ses sens spirituels aiguisés, Lu Shang perçoit faiblement l'immense présence du commandant stellaire qui les protège du néant. Il réalise qu'un être de niveau 14 est comme un dieu mythique, existant entre réalité et illusion, ce qui le rend impossible à percevoir pleinement ou à regarder directement. Repensant à l'affrontement récent, Lu Shang admet que si le commandant stellaire n'avait pas occupé le Seigneur de l'Oubli, il aurait subi une attaque dévastatrice. Il sait que sa force est bien inférieure à celle d'un niveau 14 et qu'il n'aurait pas pu égratigner le Seigneur des Ténèbres sans distraction. Rassuré de savoir qu'un expert suprême protège le vaisseau, Lu Shang fait ses adieux à Yi Dao et à Aon Turing et décide de profiter de ce voyage sans encombre pour entrer dans l'espace onirique et se concentrer sur sa cultivation. Dans ses appartements privés, le visage de Lu Shang se fait grave, accablé par le futur apocalyptique qu'il doit empêcher. Il sait qu'il doit se concentrer pleinement sur cet espoir fugace de salut. Les distractions sont un luxe qu'il ne peut se permettre. Pourtant, dans le silence de sa chambre, une brève vague de nostalgie l'envahit. Il se demande ce que font ses parents, Xing Shui et Shinji, là-bas, en ce moment même. Pour apaiser son esprit, Lu Shang projette des hologrammes de sa famille et de ses amis. Bien qu'il puisse communiquer avec eux à travers les étoiles, il choisit de ne pas le faire, trouvant du réconfort à simplement voir leur visage avant de s'entraîner. Le vaisseau de transport endommagé plonge dans un immense trou de verre cosmique bleu tourbillonnant, laissant derrière lui le champ de bataille extérieur. Plusieurs mois universels s'écoulent durant ce saut. Dans ses appartements, Lu Shang ouvre ses yeux bleus luisants. Ayant passé tout le voyage dans un état méditatif profond, assis en tailleur dans une aura flamboyante de feu doré, il songe que ce long périple lui a permis d'assimiler et de digérer l'immense puissance et l'expérience du combat acquise sur le champ de bataille. En examinant son évolution interne, Lu Shang découvre un changement surprenant. Son noyau doré s'est étendu et des motifs mystérieux se sont formés à sa surface lumineuse. Incapable d'en prédire l'évolution, il laisse l'énergie dorée croître naturellement.
Se touchant la nuque, pensif, Lu Shang considère ses progrès. Il réalise qu'après sa prochaine percée, il aura besoin d'un adversaire puissant pour s'entraîner au combat et tester ses nouvelles capacités. Utilisant la puissance fondamentale de l'univers, Lu Shang projette un écran holographique bleu affichant la liste des individus les plus puissants de la galaxie. Son regard parcourt le texte et s'arrête sur un nom. Un sourire confiant illumine son visage, il décide que cette personne sera son sujet d'expérience idéal. Loin de là, dans le secteur stellaire de Balu, une ville moderne et vibrante se dévoile, avec ses gratte-ciels lumineux et ses tubes de transit transparents. Dans un hangar, une lourde porte mécanique s'ouvre en sifflant. Tang Dun et Seiya, complètement rétablis, descendent d'un vaisseau de transport. Impressionné par l'architecture imposante, Tang Dun demande à Seiya si c'est sa planète natale. Élégant et sûr de lui, Seiya sourit et confirme. Accueillant son ami dans le secteur de l'étoile Bolo, il ouvre grand les bras en riant et s'exclame avec enthousiasme, il est temps de se détendre et de profiter de vacances bien méritées, loin des horreurs du champ de bataille. Cependant, le visage de Tang Dun se fige. Il marmonne qu'il espère qu'ils pourront réellement se détendre, en désignant une agitation qui approche. Une foule chaotique de journalistes et de citoyens en liesse se précipite vers eux, scandant des slogans et saluant le retour de leur héros. Un homme élégant s'avance et prend la parole au nom des habitants du secteur pour les accueillir. C'est un homme d'un certain âge, aux oreilles pointues et à la barbe naissante, vêtu d'une robe raffinée. Il ouvre les bras dans un geste théâtral, célébrant le retour sain et sauf de leur héros. La joie de Seiya s'évanouit. Il plisse les yeux, le regard froid, et s'adresse à l'homme en l'appelant président Obar. Seiya songe à la véritable nature de cet homme. En tant que dirigeant du secteur stellaire de Balo, Obar arbore une façade polie, mais se révèle perfide. Seiya soupçonne Obar d'avoir comploté avec les membres avides de sa famille pour le forcer à se rendre sur le champ de bataille mortel et ainsi se débarrasser de lui. Le président Obar entoure de son bras un Seiya tendu, affichant publiquement un accueil chaleureux pour l'héritier de Lars. Tandis que Seiya le fusille du regard, Obar esquisse un rictus sinistre avant de se tourner vers les journalistes et de demander théâtralement à la foule si elle peut croire à cette histoire. Jouant la comédie devant les caméras, Obar raconte comment le jeune Lars a embarqué secrètement à bord d'un vaisseau militaire des mois auparavant. Se dirigeant vers le champ de bataille mortel sans prévenir personne, Obar félicite Sia d'avoir combattu des créatures étranges avec une force de niveau 11 seulement. Affirmant avoir été stupéfait en apprenant la nouvelle, le président célèbre le retour miraculeux de leur jeune maître après des mois d'épreuves brutales. Sia encaisse les éloges avec un sourire crispé et gêné. Les bras grands ouverts, Obar annonce à la foule que Sia est revenu avec une médaille de 3e classe pour mérite militaire, le déclarant héros et déclenchant des acclamations enthousiastes. Contraint de jouer le jeu, Sia esquisse un sourire forcé et remercie la foule, tandis que Tang Dun, derrière lui, est déconcerté par cet accueil triomphal. Pendant que Sia s'adresse nerveusement aux journalistes, le président Obar se retourne discrètement et s'éloigne des festivités. À l'abri des regards, Obar se transforme en une froide malice. Il ordonne à son assistant de contacter la famille Lars et de les informer que leur complot visant à se débarrasser de Sia a échoué. Il remarque avec irritation que Sia est revenu en héros, accompagné d'un puissant garde du corps de niveau 12. Regardant férocement, Obar ordonne à son assistant de dire à la famille des menteurs de régler leurs propres problèmes, déclarant qu'il refuse de les dépanner dans ce désastre politique. Terrifié, l'assistant s'incline, reconnaissant l'ordre noir.